messieurs, bonsoir. Et merci de vous être connectés cet après-midi sur le webinaire relatif à la gestion des exonérations fiscales et douanières à la mission fiscale des régimes d'exception. Je me nomme Nyanki Dafia Komogi, administrateur des impôts, chef service de la mission fiscale. Nous aurons comme intervenant également à cette présentation M. Aminou Ablaye, commandant des douanes, représentant le directeur général des douanes à la mission fiscale des régimes d'exception. M. Jacques Agbassou et Romulus Semanou, inspecteur des impôts et collaborateur à la mission fiscale des régimes d'exception. Alors, nous aurons pendant 2 heures d'échange à vous présenter tout sur la gestion et le suivi des exonérations et attendre de recueillir vos différentes questions. Nous voulons au passage remercier le directeur général des impôts et l'ensemble de son staff, notamment la direction des services aux contribuables, qui a initié et qui facilite nos échanges cet après-midi. La mission fiscale des régimes d'exception est une structure mixte animée collégialement par les agents de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes. Son rôle et ses missions sont définis dans son AOF, en l'occurrence celui de la Direction de la législation et du contentieux. La procédure d'exonération par MP s'applique fondamentalement à 4 catégories d'exonération auxquelles s'ajoutent celles dites spéciales accordées par l'État. La MFRE est également appelée à donner son avis technique sur les régimes fiscaux définis dans les tests ou documents lorsqu'elle est sollicitée. Ces appréciations font l'objet de notes ou projets d'attestation d'exonération. Alors, parlant de régimes fiscaux, j'annonçais tout à l'heure 4 catégories plus une 5e, dite régime spécial, qui seront développées tout à l'heure par la présentation de M. Romulus Semanou. Nous vous invitons donc à suivre attentivement la présentation afin de poser toutes les questions, nous permettant d'aller en détail dans la compréhension des concepts qui seront définis et la maîtrise de l'objet de notre présentation. Je vous remercie. La présentation portera donc sur la gestion des exonérations fiscales et douanières. Nous avons proposé un plan. Nous allons démarrer par le cadre juridique du régime des exonérations fiscales et douanières au Bénin. Ensuite, nous verrons la procédure d'octroi et le mécanisme de contrôle, qui ne sont rien que les différents types d'exonération. Ensuite, nous allons déboucher sur les diverses catégories d'exonération et finir par les pièces exigées dans le cadre de l'octroi des exonérations fiscales et douanières. Le système fiscal d'une nation comporte les régimes d'exception et le régime de droit commun. Les régimes fiscaux d'exception consistent en des mesures dérogatoires à certaines dispositions du Code général des impôts et du Code des douanes. Ces régimes sont désignés sous l'appellation de régime d'exonération.
Mais en fait, d'exonération, il s'agit de la prise en charge par l'État sous la forme de crédit d'impôt d'une partie ou de la totalité de l'impôt ou de la taxe sur certaines opérations visées par le régime. Le bénéfice du régime d'exception ne dispense pas les contribuables qui traitent avec les bénéficiaires des régimes des obligations fiscales et douanières. Comme nous le savons, la loi l'impôt est du domaine de la loi. Et de la même manière, les régimes d'exonération sont aussi du domaine de la loi. Et elles sont régies par certains textes et lois, ainsi que des conventions et des accords. Les sources diverses sont le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code des investissements, les conventions et traités internationaux, les accords bilatéraux, les différentes lois de finances et les divers textes réglementaires. Alors, nous allons parler donc de la procédure d'octroi et le mécanisme de contrôle. Et ici, nous parlerons surtout des divers types d'exonération en vigueur au Bénin. En ce qui concerne les types d'exonération en vigueur, nous pouvons citer les exonérations de type traditionnel, c'est-à-dire celles qui sont accordées sur les marchés publics à financement extérieur, les exonérations de type classique, les exonérations sur les intrants agricoles, les exonérations sur les titres de concours consolidés de la BCAO et sur d'autres titres, et enfin les régimes spéciaux d'exonération. Il faut rappeler qu'il est important de maîtriser ces types d'exonération afin de pouvoir savoir dans quelle catégorie il faut loger le crédit d'impôt à demander. Nous allons définir chaque type d'exonération. Les exonérations de type traditionnel sont des exonérations accordées dans le cadre des marchés publics à financement extérieur ou mixte, c'est-à-dire financement intérieur et extérieur à la fois. En ce qui concerne les exonérations de type classique, elles sont accordées sur des marchés privés conclus par les représentations diplomatiques, les organisations internationales et régionales, ainsi que par certaines organisations non gouvernementales, les ONG, ayant conclu des accords de siège ou accords cadres avec la République du Bénin. Les exonérations classiques sont également appliquées aux marchés publics financés sur fonds propres par certaines entreprises, offices ou institutions publiques disposant d'un agrément. Aussi, les exonérations classiques sont aussi appliquées aux marchés conclus dans le cadre du bénéfice d'un régime privilégié du Code des investissements, du Code minier, du Code pétrolier, de la loi sur la zone franche industrielle et sur la base des accords particuliers conclus entre l'État et les entreprises privées. Concernant les exonérations des intrants agricoles, elles représentent une subvention que l'État accorde au secteur agricole en application des dispositions du relevé numéro 36/SGG/REL des décisions administratives du Conseil des ministres en date du 15 septembre 1994 relatives à l'exonération par procédure de crédit MP des intrants agricoles, semences et appareils phytosanitaires. Mais il faut noter que cette forme d'aide de l'État au moyen de la subvention a connu une évolution avec la prise en compte de l'exonération des intrants agricoles par la loi des finances gestion 2014. Les entreprises qui bénéficient donc de cette exonération sont celles qui sont dûment agréées et qui produisent, importent et commercialisent les intrants agricoles, les semences ainsi que les appareils phytosanitaires. Notons que cette mesure vise à promouvoir le secteur agricole. Les exonérations sur les titres de concours consolidés de la BCAO et sur d'autres titres sont une mesure fiscale particulière prise par les États membres de l'UEMOA visant à exonérer d'impôts sur le revenu. Les titres émis par ces États
sous la supervision de la BCAO et cédées aux banques commerciales. Enfin, le dernier type d'exonération, ce sont les régimes spéciaux d'exonération qui, contrairement à l'esprit du cahier des charges fiscales des marchés publics et autres régimes d'exception traitant essentiellement de la fiscalité directe, concernent donc les impôts sur le revenu relevant de la fiscalité directe. Ils sont de plus en plus octroyés par les pouvoirs publics pour diverses raisons. Nous allons voir ensuite les différentes catégories d'exonération. Et ici, il faut noter deux, à savoir les crédits douaniers, qui permettent à leurs bénéficiaires d'acquitter les droits et taxes mises à leur charge au cordon douanier. Ici, on y retrouve les exonérations de type traditionnel, les exonérations de type classique et les exonérations portant sur les intrants agricoles. La deuxième catégorie, ce sont les crédits intérieurs. Ils ouvrent droit à des titres d'exonération dont leurs détenteurs se servent pour acquitter les divers impôts, droits et taxes autorisés dont ils sont redevables vis-à-vis de la Direction générale des impôts. On y retrouve les 5 types d'exonération cités ci-dessus. Alors, quelles sont les pièces exigées dans le cadre de l'octroi des exonérations fiscales et douanières? En premier lieu, nous allons voir les exonérations relatives au marché public à financement extérieur, c'est-à-dire les exonérations de type traditionnel. Et nous verrons le crédit qui est scindé en deux parties. Nous avons le crédit douanier, dont les pièces sont fournies selon qu'il s'agit des marchés de travaux ou des marchés de fourniture. Nous avons le crédit intérieur. Ici, les pièces aussi sont fournies selon qu'il s'agit des marchés de travaux, de fourniture et de sous-traitance. Donc, lorsque un usager demande le crédit douanier dans le cadre de l'exécution d'un marché public à financement extérieur, les pièces à fournir pour constituer le dossier en matière, quand il s'agit d'un crédit douanier ou d'un crédit intérieur, diffèrent selon qu'il s'agit du marché de travaux, du marché de fourniture ou de sous-traitance. Lorsque nous prenons le crédit douanier, dans le cas des marchés de travaux, les pièces à fournir sont le contrat de marché dûment enregistré en original, la déclaration MP1 globale, c'est le cas des importations en plusieurs arrivages successifs, la déclaration MP1 qui est en couleur blanche, en 3 exemplaires pour l'arrivage concerné, la facture du fournisseur en original plus sa copie, le connaissement ou la lettre de transport aérien en original et sa copie, la déclaration de mise à la consommation, l'original plus la photocopie, le bordereau électronique de suivi de cargaison pour toute importation par le port autonome de Cotonou, sauf les cas non soumis à inspection, le certificat d'assurance et facture fret lorsque la facture fournisseur est en valeur FOB, la demande d'admission en franchise signée du titulaire du marché en 3 exemplaires. C'est le cas des importations par l'intermédiaire d'un fournisseur local. Et enfin, une autorisation de la Direction générale des douanes et des droits indirects. En crédit douanier, les pièces à fournir, lorsqu'il s'agit des marchés publics à financement extérieur, des marchés de fourniture qui sont exonérés, les pièces à fournir sont celles qui sont énumérées ci-dessus, en plus de la date de la demande d'admission en franchise du bénéficiaire des fournitures en 3 exemplaires. En ce qui concerne le crédit intérieur, les pièces à fournir pour demander le crédit intérieur dans le cadre de l'exécution d'un marché public à financement extérieur, nous avons ici 2 cas. Il y a le cas du titulaire du marché, lorsque c'est le titulaire du marché qui demande ce crédit. Les pièces à fournir sont sa requête, suivie de la déclaration MP1 en couleur blanche, en 2 exemplaires, bien sûr,
du contrat de marché dûment enregistré en original, le décompte, c'est-à-dire la preuve de paiement, que ce soit l'ordre de virement bancaire, l'avis de crédit ou le relevé bancaire. Il y a aussi le protocole d'accord en cas de co-traitance. Et enfin, la copie enregistrée de l'avenant, le cas échéant. Mais lorsqu'il s'agit d'un fournisseur de biens ou de services qui demande le crédit intérieur dans le cadre de l'exécution du marché public à financement extérieur, les pièces à fournir, en plus de sa requête, il produit la déclaration MP1 en couleur, c'est une couleur blanche, en 2 exemplaires, l'original de l'autorisation de vente OTAS à conserver dans le dossier mère pour le suivi, l'original de la facture, la preuve de paiement, l'ordre de virement bancaire, un avis de crédit ou un relevé bancaire, et enfin la lettre de reconnaissance de fin de livraison de fourniture de biens ou services, au fin de détourner le solde du crédit. Lorsque c'est un marché de sous-traitance, le crédit intérieur a demandé, dans le cadre de l'exécution de dit marché, les pièces à fournir sont la requête du contribuable, qui est suivie de la déclaration MP1 en 2 exemplaires et de la copie certifiée conforme à l'original de l'accord de sous-traitance, qui est aussi conservé dans le dossier mère pour le suivi. Mais lorsqu'il s'agit d'un marché de fourniture de services, en crédit intérieur, et en plus de la requête, le contribuable fournit la déclaration MP1 en 2 exemplaires et du contrat du marché dûment enregistré ou du bon de commande en original. Alors, au niveau des exonérations de type classique, nous venons de finir avec les exonérations de type traditionnel, c'est-à-dire celles qui sont accordées sur les marchés publics à financement extérieur. Et ici, ce sont les exonérations de type classique. Pour rappel, les exonérations de type classique sont accordées sur des marchés privés conclus par les représentations diplomatiques, les organisations internationales, et les ONG, les organisations régionales, les ONG ayant conclu des accords de siège ou accords cadres avec la République du Bénin. Les exonérations classiques sont appliquées également au marché public financé sur fonds propres par certaines entreprises, offices ou institutions publiques disposant d'un agrément, au marché conclu dans le cadre de bénéfices d'un régime privilégié du Code des investissements, du Code minier, du Code pétrolier, de la loi sur la zone franche industrielle et sur la base d'autres accords. Et lorsque c'est ce type d'exonération, c'est-à-dire les exonérations type classique, et que c'est un crédit douanier qui est demandé, les pièces à fournir varient selon qu'il s'agit d'une importation directe ou par l'intermédiaire d'un fournisseur local ou dans le cadre d'un projet. Et quand c'est un crédit intérieur, les pièces à fournir varient également selon qu'il s'agit des marchés de travaux, de fourniture et de sous-traitance. Dans le cadre d'un crédit douanier, prenons le cas des importations directes, les pièces à fournir sont, en plus de sa requête, le contribuable fournit la déclaration MP1 en 3 exemplaires, la demande d'admission en franchise, la DAF, en 3 exemplaires, la déclaration de mise à la consommation, l'original, plus la photocopie de l'exemplaire de la douane, la facture du fournisseur, l'original plus la photocopie, le certificat d'assurance et de facture fret, c'est le cas de la facture du fournisseur en valeur FOB, la carte diplomatique, s'il s'agit d'un personnel diplomatique, ou de carte de service en cours de validité.
la carte grise pour les véhicules usagés, le test accordant l'exonération. Ça peut être un accord cadre ou accord de siège. Ça peut être également un décret portant agrément au code des investissements ou hors code. Et enfin, le contribuable joint l'autorisation de la Direction générale des douanes. Toujours, lorsque c'est le crédit douanier qui est sollicité, dans le cas des importations par l'intermédiaire d'un fournisseur local, les pièces à fournir sont la requête du contribuable, la déclaration MP1, la demande d'admission en franchise en 3 exemplaires, la déclaration de mise à la consommation, l'original plus la photocopie de l'exemplaire de la douane, la facture du fournisseur, le certificat d'assurance et de facture fret, la carte diplomatique ou la carte de service en cours de validité, la carte grise pour les véhicules usagés, le test accordant l'exonération, soit ça peut être l'accord cadre ou l'accord de siège, ou le décret portant agrément au code des investissements ou hors code. Nous avons aussi l'autorisation de la Direction générale des douanes, le bon de commande, l'original plus la copie enregistrée. Voilà donc les pièces à fournir. Mais lorsque les marchandises sont sous douane, le connaissement ou la lettre de transport aérien et la facture fournisseur peuvent être des photocopies. Toujours en crédit douanier, nous avons le cas d'enlèvement direct par tous les types d'exonération et quel que soit l'objet, avant même la procédure de MP1 à la M-FRE. Dans ce type de cas, les pièces à fournir, en plus de la requête du contribuable, sont la déclaration de mise à la consommation, l'original plus la photocopie de l'exemplaire de la douane, la facture du fournisseur, l'original plus la photocopie, le certificat d'assurance et de facture fret, le cas d'une facture de facture fournisseur en valeur FOB, et enfin l'autorisation de la Direction générale des douanes. Nous avons aussi le cas des dons qui sont faits à l'État. Dans ce cadre, le crédit douanier, dans le cadre de la demande d'un crédit douanier, le contribuable fournit en plus de sa requête une déclaration MP1, une demande d'admission en franchise en 3 exemplaires, une déclaration de mise à la consommation, la facture du fournisseur en original plus la photocopie, le certificat d'assurance et facture fret, le cas de facture du fournisseur en valeur FOB, la carte diplomatique ou la carte de service en cours de validité, la carte grise pour les véhicules usagés, le test accordant l'exonération, l'accord cadre ou l'accord de siège, le décret portant agrément au code des investissements ou hors code, l'autorisation de la Direction générale des douanes et droits indirects, l'attestation de don et enfin l'attestation de valeur. Ça, c'est le cas où la valeur n'est pas précisée par l'attestation de don ni par la liste de colisage. Le dernier cas, c'est le cas des projets. Et le contribuable fournit, en plus de sa requête, la déclaration MP1, la demande d'admission en franchise, la déclaration de mise à la consommation, la facture du fournisseur, l'original plus la photocopie, le certificat d'assurance et la facture fret, la carte diplomatique ou la carte de service en cours de validité, la carte grise pour les véhicules usagés et le test accordant l'exonération. Il joint également l'autorisation de la Direction générale des douanes et l'accord de financement. Alors, nous venons de finir avec le crédit douanier dans le cadre d'une exonération de type classique. Alors, pour le crédit intérieur de type classique, nous allons, les pièces à fournir sont, en plus de la requête du contribuable, il joint la déclaration MP1 en couleur rose, en 2 exemplaires, le bon de commande ou contrat enregistré,
au service de l'original. Le contrat enregistré est en original, bien sûr, et c'est enregistré au service de l'enregistrement. La facture originale, le bon de livraison et la preuve de paiement. Ça peut être un ordre de virement bancaire ou un avis de relevé ou un relevé bancaire. Alors, nous avons fini avec les exonérations de type classique. Nous allons voir les exonérations des intrants agricoles. Et ici, nous verrons également les deux catégories, le crédit douanier et le crédit intérieur. Donc, dans ce type de cas, lorsque c'est un crédit douanier que le contribuable sollicite, dans le cadre des exonérations des intrants agricoles, il fournit, en plus de sa requête, une déclaration MP1, une facture du fournisseur en original plus en copie, le connaissement ou la lettre de transport aérien, l'original plus la copie, le certificat d'évaluation, mais sauf les cas non soumis à inspection, le certificat d'assurance et facture fret, les cas des factures, ce sont les cas des factures du fournisseur en valeur FOB. Il joint également la déclaration de mise à la consommation, l'original plus la photocopie de l'exemplaire de la douane. Ensuite, la demande d'admission en franchise du titulaire de l'agrément, l'autorisation de la Direction générale des douanes et enfin le certificat phytosanitaire. Mais en crédit intérieur, dans le cas des exonérations sur les intrants agricoles, le contribuable dépose, en plus de sa requête, la déclaration MP1 globale en couleur verte en 2 exemplaires, l'attestation de mise en place, la preuve de paiement, un ordre de virement bancaire, un avis de crédit ou un relevé bancaire. Notons que toute autorisation de vente hors taxe, hors douane, doit être co-signée par le directeur général des douanes et le directeur général des impôts. Toujours dans le cas des pièces exigées, nous allons voir une autre catégorie, un autre type d'exonération, qui est l'exonération sur les titres de concours consolidés de la BCAO et autres titres. Dans ce cadre, les pièces à fournir sont, en plus de la requête du contribuable, nous avons la déclaration MP1 en couleur jaune en 2 exemplaires, le bordereau de versement d'acompte, la confirmation de rectification, si c'est suite à une notification de rectification, un avis d'imposition. Le règlement, notons que le règlement numéro 5/2002/CM/UEMOA portant régime fiscal des titres d'État émis par les États membres de l'UEMOA en représentation des concours consolidés de la BCAO. En fait, c'est le règlement qui sous-tend cette exonération. Nous avons enfin le 5e type d'exonération. Il s'agit des régimes spéciaux d'exonération. Et dans ce cadre, les pièces à fournir pour solliciter ce crédit, nous avons, en plus de la requête du contribuable, nous avons la déclaration MP1 en couleur blanche, en 2 exemplaires. Ensuite, il y a le bordereau de versement d'acompte, il y a la copie du test octroyant l'exonération, ça peut être une convention, un décret, une note, d'autres documents. Et enfin, le contribuable peut joindre un avis d'imposition. Alors, après vérification de la conformité et de la validité de toutes ces pièces, il s'ensuit le traitement informatique qui aboutit à la délivrance d'un certificat de crédit MP2 utilisé pour le paiement de l'impôt ou de la taxe exonérée. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur Semanou. Nous vous remercions de votre attention et attendons de vous
de nous poser assez de questions pouvant nous permettre de vous donner assez d'explications également pour élargir vos connaissances sur toute la procédure à la mission fiscale des régimes d'exception. Merci. Le débat est ouvert pour les questions. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Yannick Mededji, à l'appareil. Ok. Yahoo. D'accord. La question que j'ai à poser est relative aux achats de matériel hors taxe. Il se fait qu'on a peut-être un projet, on gagne un projet, un marché avec l'État, et l'État nous dit, ou dans le document, il est bien mentionné que c'est un marché qui est exonéré de toute taxe. Quand on est par exemple dans le secteur du BTP, la compréhension que l'on a, c'est que les matériels liés directement au projet en question peuvent être exclusivement achetés hors TVA. Et il se pose en général le problème avec les fournisseurs parce qu'on n'a pas de document qui existe que l'administration fiscale nous met à disposition qui nous permet juste en le présentant de convaincre le fournisseur qu'en nous vendant du matériel hors taxe, il pourra effectivement faire les procédures et bénéficier du crédit MP dans le crédit global lié au marché. Donc, le cas dont je parle, c'est qu'en fait, le crédit global du marché, il est déjà validé. Et naturellement, certains achats qu'on fait, si je prends le BTP, comme j'ai dit, tout ce qui est ciment, gravier, ce genre de choses, on l'achète hors taxe et les fournisseurs vont faire les procédures. De façon concrète, comment est-ce que nous, entrepreneurs ayant gagné le marché, devons procéder? Est-ce que 100% de nos achats liés au projet peuvent être faits hors TVA? Est-ce qu'il y a une catégorie d'achats qui entre dans ce cadre-là? Et quelle serait peut-être la meilleure des astuces de sorte à ce que, à la fin du marché, on ne se retrouve pas à devoir décaisser de la TVA parce que les sous-traitants auraient peut-être consommé une grosse partie du crédit déjà existant. Donc, je ne sais pas si j'ai pu me faire comprendre comme il faut, mais là, c'est l'essence même de la question qu'on a à poser. Oui, je crois qu'on a compris. Merci. Merci beaucoup. Le suivant. S'il vous plaît, nous vous prions d'activer votre micro pour pouvoir... D'accord. Oui. Bonsoir tout le monde. Et merci pour l'attention que vous avez accordée à la présentation. Je crois que c'est M. Mededji qui a posé la question de savoir comment gérer le crédit global obtenu dans le cadre d'un marché exonéré pour le compte d'un projet. C'est vrai, lorsque la loi vous autorise, dans le cadre des marchés exonérés, à céder une partie de votre crédit à vos fournisseurs ou prestataires. Mais cela se fait dans la limite du crédit global que vous avez mis en place à la mission fiscale des régimes d'exception. C'est pourquoi, lorsque vous exprimez un besoin après la mise en place du crédit global, d'acheter un bien ou un matériel pour réaliser votre marché, vous devez saisir la mission fiscale accompagnée de la copie de votre marché, plus la facture pro forma ou bien le contrat de prestation de votre sous-traitant pour que l'on puisse dégager dans la proportion de votre demande auprès du fournisseur le crédit à mettre en place de ce fournisseur. Et là, ça vous permet de suivre au fur et à mesure le niveau de consommation de votre crédit pour qu'à la fin, vous puissiez savoir
est-ce à l'importation, voilà le crédit de CVA que j'ai consommé dans mon crédit global, dans les rétrocessions, voilà le crédit consommé, dans la sous-traitance, voilà le crédit consommé et savoir le niveau de votre crédit. Voilà comment cela fonctionne à la mission fiscale dans le cadre des achats de biens dans la réalisation des marchés à financement extérieur. Je vous remercie. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai bien suivi votre réponse. Je vous remercie déjà pour ça. La petite question que je vais toujours poser dans ce cadre-là, à peu près peut-être combien de temps cela prend pour le traitement quand on vient peut-être déposer les demandes d'autorisation d'achat hors taxe? Parce que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que le marché évolue, il y a des nouveaux besoins qui se font sentir. Donc, on dépose les courriers, ça prend le temps que ça prend, mais c'est supposé que tant qu'on n'a pas reçu la réponse de la DGI ou de la mission fiscale qui nous autorise effectivement à faire ces achats-là hors taxe, c'est comme si on est bloqué, on ne peut pas payer le fournisseur et il y a des jeux qui commencent à entrer, des jeux qui se passent à ce niveau-là parce qu'on se dit effectivement qu'on ne peut pas juste rester là à attendre d'avoir une réponse. Pendant le temps, là, il y a le marché qui traîne le projet qui doit faire 18 mois, qui est là par exemple et qui attend et on n'a pas la validation des impôts, on ne peut pas payer les fournisseurs. Et ça pose un petit problème, surtout que c'est des choses qui sont faites de façon régulière. En un mois, on peut avoir peut-être plusieurs achats à effectuer hors taxe. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs allées et venues du côté de la DGI. Et voilà. Si on peut avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, sur le temps relatif de traitement de ces demandes, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans la façon dont nous nous dirigeons vers vous pour ces demandes-là. Je vous remercie. Il faut avouer qu'aujourd'hui, si votre dossier de demande d'autorisation d'achat hors taxe est vraiment bien monté et qu'il n'y a pas de pièces qui manquent, au niveau de la mission fiscale, en 2 semaines, vous avez la lettre d'autorisation d'achat hors taxe. Mais il est remarqué que parfois aussi, les lettres sont signées et vous mettez le temps, que vous prenez le temps que vous voulez avant d'aller à la mission fiscale. Sinon, à la date d'aujourd'hui, en 2 semaines, vous avez votre lettre d'autorisation d'achat hors taxe. Ok. Merci donc à vous. Merci à vous pour votre attention et pour vos réponses surtout. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, le suivant. Nous vous demandons d'activer votre micro pour prendre la parole. Alors, ici, bonjour à toute l'assistance. Bonjour à vous. Ici, c'est Yaté Aminou. Yaté Aminou. J'ai 2 petites préoccupations concernant les exonérations. Et la première est relative à l'exonération pour l'acquisition des produits pétroliers. En fait, nous sommes un projet et nous bénéficions d'une exonération de la DGI pour acquérir du carburant pour le fonctionnement. Et il y a, je crois, jusqu'à 3 mois ou environ 4, nous acquérons du carburant auprès du GNP. Et à chaque acquisition, il nous est rétrocédé la part qui concerne la TVA, les taxes qu'il prélève sur le montant hors taxe de nos acquisitions nous est rétrocédé en surplus du montant hors taxe que nous avons demandé à acheter. Mais il y a depuis 2 mois ou 3 environ que ça a commencé par baisser et à chaque fois que nous allons acquérir du carburant, on nous signale qu'il y a une nouvelle structure de prix pour les produits pétroliers
et ce qui ne leur permet plus de nous reverser les 18% de TVA sur le montant que nous avons acheté. Je suppose que nous demandons à acheter du carburant pour 1 million de francs. Avant que ces petits jeux ne commencent, nous obtenons 1 180 000, c'est-à-dire nous obtenons les 1 million plus les 18% des 1 million comme TV. Pour ce mois, par exemple, où nous avons introduit une demande de facture pro forma pour cette acquisition, on nous a signalé qu'on ne peut plus obtenir de TVA et que c'est les 1 million que nous avons demandé, que nous allons recevoir et que c'est fini, quoi. C'est-à-dire que la TVA est zéro, que cela court pour tout le mois de mai, que c'est une structure qu'ils ont reçue. Ils nous envoient la structuration des prix là, mais signée d'un organe que nous ne maîtrisons pas trop, et j'aimerais savoir un peu plus sur cette question-là. Comment ça se passe réellement, cette question de TVA? Voilà ma première préoccupation. Oui, merci, monsieur, pour votre préoccupation. Je voudrais d'abord vous préciser que au niveau de l'évaluation de la TVA sur les hydrocarbures, ce n'est pas automatique les 18% qui est appliqué. Eux, ils suivent une structure de prix et également au niveau de l'application, c'est par litre qu'un pourcentage est appliqué pour dégager la TVA. Ce qui veut dire que lorsque vous recevez une autorisation d'acquisition de produits pétroliers, ce n'est pas automatiquement les 18% appliqués à la date de signature de la lettre d'autorisation que vous recevrez à la fin de l'épuisement de la quantité pour laquelle vous êtes autorisé à acheter. Parce que le prix peut changer à chaque fin du mois quand le gouvernement va s'appuyer sur les fluctuations sur le marché. Donc, nous, à la mission fiscale, lorsque les tests vous autorisent à bénéficier de l'exonération sur les hydrocarbures, nous, on accorde par la délivrance de la lettre que le directeur général signe. Lorsque vous épuisez au niveau de votre fournisseur, vous avez toujours la possibilité de vous recourir à la mission fiscale pour avoir une autre lettre d'autorisation. Je ne sais pas si j'ai saisi votre question. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je crois que vous avez bien broché la préoccupation et je vous en remercie. Maintenant, j'aimerais passer à présent à ma deuxième préoccupation qui est relative à l'AIB. En fait, pour l'acquisition de certains biens, nous avons affaire à certains fournisseurs sur lesquels nous n'arrivons pas à prélever l'AIB et à reverser. En fait, quand nous prenons le cas, par exemple, des librairies, parce que je crois, oui, une dernière fois, nous avons eu besoin de documents administratifs. Donc, nous nous sommes rapprochés d'une librairie pour l'acquisition de ces biens-là. Et comment prélever l'AIB là, ça a été vraiment, on nous dit que eux ne payent pas l'AIB, que on ne pourra pas prélever l'AIB sur le montant de leurs articles qu'ils sont en train de nous vendre. Et on ne sait pas vraiment comment procéder. Alors que il y a les instructions et modalités de gestion de budget de l'État qui énumère quelques structures bénéficiant
bénéficiant de cette exonération sur l'AIB, et tout en laissant un champ libre, parce qu'il y a, je crois, un champ libre qui dit que toute structure bénéficiant de l'exonération d'une autorisation, je crois, d'une autorisation de la DGI. Mais dans ce cadre-là, dans ce champ-là, quelles sont les structures qui y sont? Nous n'en avons pas idée pour réellement savoir quand le fournisseur vous dit non, on ne paye pas l'AIB, vous ne pouvez pas prélever. Non, comment faire? Merci. Monsieur Yaché qui est toujours en ligne. Hein? Oui, madame, je suis toujours là. Merci pour votre question. Mais j'avoue que l'AIB n'est pas dans le champ des exonérations que la mission fiscale accorde. Alors, sur votre préoccupation, nous allons vous inviter à vous rapprocher de votre service de gestion pour mieux comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Ok, c'est bien reçu. Merci beaucoup, madame. Merci. Ok, nous allons demander au suivant d'activer son micro et de prendre la parole. Bonjour. Allô? Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Dora Mbelengue. J'ai une question à savoir, est-ce qu'il existe des incitations fiscales pour les investissements dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle? Ok, enseignement. Et de quel type elles sont? D'accord, incitation. Merci à vous. Merci. Ici, c'est l'inspecteur de douane Aminou Abdoulaye, représentant de la douane à la mission fiscale. Concernant les incitations au niveau des enseignements, que ces enseignements soient supérieurs au secondaire, évidemment, il y a des incitations. Ces préoccupations sont prises en compte par la Convention de Vienne, qui, lors de leur importation, ça peut être des livres ou tout ce qui concerne, tout ce qui entre dans le cadre des recherches scientifiques et des enseignements, bénéficient d'une exonération lorsqu'ils importent dans ce cadre. C'est ce que nous pouvons vous dire. Merci. Je ne sais pas si la préoccupation est prise en compte. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Ma question, c'est est-ce que les exonérations dont vous parlez sont des exonérations douanières? Évidemment, douanières et fiscales à l'intérieur, selon que vous importez ou bien que vous achetez à l'intérieur. Pour les importations, c'est des exonérations douanières, mais si vous faites de vos achats dans le marché local, vous bénéficiez des exonérations fiscales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et par rapport à l'impôt sur les sociétés, est-ce que les premières années, il y a des mesures incitatives pour les investissements étrangers? Et évidemment, si ces investisseurs étrangers sont enregistrés, sont reconnus, se sont fait enregistrer au Bénin, soit par leur filiale, soit par un représentant. Bien sûr. D'accord. Et en quoi consistent ces incitations fiscales sur les premières années, si vous pouvez me donner peut-être un peu plus de détails? Sur les premières années, les sociétés bénéficient de tout ce qu'ils peuvent importer pour leur implantation pendant une période donnée. Passé cette période, et cette période du moins, s'ils sont à la phase d'exploitation, ils peuvent être assujettis
mais à la phase d'installation, tout ce qu'ils importent ou bien tout ce qu'ils font comme achat local, ils sont exonérés. Concernant les achats. Mais ma question porte également sur l'impôt sur les sociétés sur les premières années. Est-ce qu'il y a une atténuation ou une exonération sur les premières années d'exploitation? Madame, la mission fiscale, les exonérations accordées à la mission fiscale sont liées beaucoup plus à la fiscalité indirecte. Là, il s'agit des impôts directs. Je comprends. Très bien. Merci beaucoup à vous pour vos réponses. Madame. Merci. Okay. Un autre intervenant. Un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, moi, c'est Onésime Chabi. Ok, Chabi. J'ai 3 questions. Ok. Chabi, oui. J'ai 3 questions, je crois, relevant du domaine du crédit douanier. Ok. La première question, c'est quel est le délai pour obtenir un MP pour le crédit douanier? Le délai pour obtenir un MP. Je vais sur la deuxième question. Oh, oui, c'est mieux. D'accord. OK. Quel est le délai également pour obtenir un enlèvement direct en cas d'exonération? L'exonération. Troisièmement, ma question, c'est relativement aux dons à l'État. Oui. Par exemple, une entreprise X désire offrir certains équipements ou matériels à l'État. Je prends le cas pendant la COVID, le début de la crise de COVID, l'État avait sollicité les entreprises à l'accompagner au travers des divers dons. Je prends le cas d'une entreprise qui disposait déjà d'un certain nombre d'équipements ou de matériel dans son stock, lesquels avaient été déjà dédouanés. Maintenant, cette entreprise décide de l'offrir à l'État, au gouvernement. Est-ce qu'il y a un mécanisme, d'abord, est-ce que cette entreprise peut prévaloir, bénéficier d'un crédit MP pour ne serait-ce que des TVA et AIB payés au cordon douanier? Si oui, quelle est la procédure? Ok, nous vous remercions. Restez à Merci, l'écoute j'en ai fini. pour les différentes réponses. Merci, monsieur Chabi, pour vos 3 questions qui sont pertinentes, mais qui se comprennent. Le délai d'obtention d'un crédit MP1, c'est 2 semaines à la mission fiscale à compter du jour où l'intéressé se présente au secrétariat de la MFRE pour se faire enregistrer. D'accord. Au niveau des enlèvements directs, le délai pour un enlèvement direct, les enlèvements directs ressortent des cas d'urgence. Si l'intéressé se présente à la direction des douanes et qu'il obtient son autorisation, c'est presque automatique. Mais pour avoir l'autorisation avec le dépôt, c'est 24 heures, généralement pour les enlèvements directs, en principe. Maintenant, par rapport aux dons faits à l'État, de façon générale, les dons faits à l'État sont exonérés. Ici, le cas qui se pose, c'est que la société s'est déjà acquittée des droits et taxes avant de faire le don.
ça ne relève plus de la douane. Ce qu'il peut obtenir relève maintenant de la fiscalité intérieure. Mais ce que je dis, c'est par expérience. On peut faire une demande de remboursement, puisqu'on ne l'a pas utilisé, on l'a fait en don, on peut faire une demande de remboursement. Mais avec le temps que ça peut prendre, je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon, les dons pour des marchandises déjà dédouanées ne relèvent plus de la compétence de la douane. Merci. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, M. Chabi. D'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a un délai de prescription dans le cas? Par rapport à... Vous avez dit que la personne devrait prétendre à se faire rembourser, soit une demande, d'accord, ou bien par des dispositions du crédit, pas du crédit, de la fiscalité intérieure, si j'ai bien compris. Est-ce que, ou de la fiscalité directe, je veux dire, est-ce qu'il y a un délai pour que cette entreprise ne puisse plus prévaloir de tout ceci? Bon, à ma connaissance, je ne sais pas si les lois, ce que la loi a prévu par rapport à ça. Peut-être que... D'accord. Côté impôt, peut vous me relayer, vous donner beaucoup plus de satisfaction par rapport à Le cette détail. question. Et par rapport aux dons faits à l'État, surtout dans le cadre de la COVID-19, si cet achat est effectué à l'intérieur, je sais que la loi de finances rectificative gestion 2020 a exonéré des impôts, droits et taxes ces dons effectués à l'État. Donc, si c'est fait dans cette période et pour la cause, nous octroyons de crédit par rapport à ça. C'est ce que je peux dire. Merci. Oui, tout à fait. Pour ça, je comprends. C'est pourquoi je parlais d'importation. C'est un opérateur qui a importé du matériel qui était destiné logiquement à être vendu. Bon, maintenant qu'il a décidé de faire un don à l'État, quoi. Oui, allô, monsieur Chabi. Allô? Oui. Vous me suivez ici, c'est le commandant. Oui, je vous reçois. Oui, l'importation, le matériel, là, c'est un matériel médical Oui. ou bien... Est-ce que c'est un matériel à l'importation? Oui, avec tout déjà... à fait. Parce que, à ma connaissance, tout ce qui a trait à l'importation du matériel médical ou de médicaments ne paye pas au cordon douanier les droits et taxes parce que exonérés par les différentes lois de finances et reconduits bien avant même l'avènement du Covid. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un acteur du secteur médical. Oui. Et il y a certains équipements médicaux que nous importons, oui, où on nous fait payer la TVA. On nous fait payer la TVA. Il y a d'autres qui ne payent pas la TVA. Et justement, à ce sujet, il y a un imbroglio total qui s'installe, quoi. Là, on est obligé aujourd'hui de demander à notre fournisseur depuis l'étranger précise le code douanier. Et si malheureusement on vient ici, on arrive et ce code douanier n'est pas exonéré, peut-être à cause d'une appellation ou d'une désignation qui est différente de celle utilisée localement, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, en fait, mon matériel est médical. En réalité, sûrement qu'il se pose une question de position tarifaire. La désignation peut être un matériel médical. Mais lorsque l'inspecteur de visite constate qu'en fait, ce n'est pas un matériel médical auquel vous aviez donné une position correspondant à un matériel médical, il déclasse. Ça peut être, je suppose, ça peut être dédouané dans ces conditions. Mais si c'est un matériel médical avec position qui correspond à un matériel médical,
je ne vois pas comment ça va être dédouané sans être exonéré. C'est la question sûrement de... Je vous comprends, je ne vais pas monopoliser la parole. Peut-être je vais devoir me rapprocher de vous. Ça va me faire plaisir. Pour la suite. Il faut passer. Merci beaucoup. À Monsieur Tchabi, est-ce que au départ, l'importation c'était destinée aux dons? Non, voilà, c'est là où ma question s'explique. J'ai bien dit que je n'ai pas importé pour donner. Mon intention, c'était de vendre mon matériel. Voilà. OK? Donc, je me suis acquitté, l'entreprise s'est acquittée de ses droits et taxes relativement à cette importation. Maintenant qu'on sollicite, par exemple, une action sociale, d'accord, de la part des entreprises, peut-être mon conseil décide de faire un don de ce matériel spécifique. Quelle serait la conduite à tenir relativement aux dépenses qui ont été induites du fait des droits et taxes? Voilà. Déjà précédemment payé, je veux dire. Est-ce que M. Chabi peut peut-être faire une demande adressée au ministre des Finances, spécialement dans ce cadre-là, pour lui accorder une exonération express liée à cette taxe préalablement perçue déjà à la douane? Je passe sous le couvert. D'accord, je vois. Oui. Tout ce qui est importé bien sûr, avec appellation matériel médical est exonéré par la loi de finances bien avant même l'avènement de Covid. Je crois qu'avec M. Chabi, on se comprend. Je préfère qu'il passe. Il doit avoir un problème de position tarifaire. Oui, tout à fait. Il doit avoir une question de position tarifaire. Ouais. Laissez-nous les informations pour qu'on puisse vous toucher. Peut-être la personne indiquée, nom, prénom, des trucs comme ça, ce serait bien. Merci. Merci. OK. Monsieur Isidore a la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'initiative. Merci. Moi, je voudrais savoir la formalité pour avoir l'agrément d'importation des intrants agricoles. OK. Formalité pour avoir l'agrément. Et à quelle structure s'adresser pour l'avoir? D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Allô? Oui, donc, bien que, la question d'agrément ne relève pas de la mission fiscale. Mais d'entrée, je peux vous dire que les intrants agricoles relèvent d'un ministère. C'est ce ministère, vous pouvez vous rapprocher de ce ministère. Et comme il s'agit d'une importation, il y a également le ministère du Commerce. Et d'accord. Donc, il y a le collègue qui est en train de compléter. En dehors du ministère de tutelle, de ce que vous voulez importer, il y a le commerce et il est en train d'ajouter l'AIC. L'AIC, c'est quoi? Association interprofessionnelle de coton. Oh, OK. Merci. OK, merci. Monsieur Alogba a la parole. Charlie Acho, s'il est... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, je suis là. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Vous pouvez parler. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. J'ai 2 ou 3 questions. Oui, c'est concernant monsieur. les MP2. C'est monsieur Acho Charlie. Charlie Acho, OK. Et vous pouvez continuer. OK. Dans la présentation, vu que l'audio ramait, je n'ai pas pu saisir exactement les pièces à fournir pour la demande de MP. 1. 2. Pardon, s'il vous plaît. Reposez la question.
Je disais tantôt Oui. que dans la présentation, je n'ai pas pu saisir les pièces à fournir, toutes les pièces à fournir pour la demande de MP. Ça, c'est ma première question. Le 2, après le paiement du client, je dispose de combien de temps pour faire la demande? Si ce délai est passé, je cours un paiement d'une pénalité et de combien comme pourcentage? Ma troisième question, c'est quoi? Je prends le cas typique que nous avions subi, que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous avions signé un contrat. Nous sommes une société béninoise enregistrée. Nous avions signé un contrat avec une société qui n'est pas enregistrée au Bénin, qui est une société chinoise et qui en retour a signé et a gagné un contrat avec WAPCO sur le projet de transport de pipeline, les tuyaux de pipeline. Maintenant, étant donné que nous on a le contrat avec une société non enregistrée au Bénin, voilà que le projet est exonéré de la TVA. Quand nous on fait les factures, on envoie ça en Chine. Le paiement, quand ça se fait, ça vient sur notre compte. Et donc, il faut justifier le paiement. En ce moment-là, nous, on émet une facture normalisée du montant payé, appliqué avec la TVA, mais le client nous a payé hors taxe parce que le marché a été conclu hors taxe. Maintenant, concernant le montant de la TVA qu'on a facturé, il faut qu'on demande ce montant-là en crédit de TVA pour obtenir l'IMP. Mais quand on envoie la facture aux impôts, normalement c'est WAPCO qui est censé nous octroyer ce crédit. Voilà que nous n'avons pas gagné le contrat, on n'a pas signé le contrat directement avec WAPCO. C'est avec une société qui a un contrat avec WAPCO et qui n'est pas béninoise. Comment faire ce traitement et comment faire pour obtenir le MP2? Ok. Merci pour vos différentes questions. Donc, ce sont mes questions. Acho, c'est ça? Oui, monsieur Acho. Monsieur Acho voudrait savoir les pièces à fournir pour la demande de crédit MP à la mission fiscale. Ça dépend du crédit que vous demandez, monsieur Acho. Quand nous sommes dans le cas d'un crédit intérieur lié à un marché et que vous êtes titulaire, vous avez la requête que vous adressez à la mission fiscale. Il y a le formulaire MP1 disponible à la mission fiscale que vous prenez et vous remplissez en 2 exemplaires. Vous allez fournir également le contrat de marché dûment enregistré. Il y a le décompte et les preuves de paiement qui doivent suivre votre dossier. Et la photocopie en cas de co-traitance. Donc, la photocopie du protocole d'accord que vous allez joindre. Il y a également la copie enregistrée de l'avenant au cas échéant. Quand il s'agit d'un marché de travaux, crédit intérieur et que vous êtes titulaire du marché. Alors, si vous n'êtes pas titulaire et que c'est le cas d'un fournisseur de biens ou de services, il y a également la requête qui est adressée, la déclaration MP1, toujours que vous remplissez en 2 exemplaires, l'original de l'autorisation de vente hors taxe que vous devez avoir déjà en votre possession, ensuite l'original de la facture, les preuves de paiement naturellement et la connaissance de fin de livraison quand il s'agit de livraison de fourniture ou
d'attestation de services faits en cas de prestation. S'agissant des fournitures ou services à délivrer dans le cadre d'un marché également, vous avez la déclaration MP1 de couleur blanche en 2 exemplaires en dehors de votre requête, le contrat de marché dûment enregistré ou le bon de commande en original. Ça, c'est le cas des crédits intérieurs liés à un marché. En ce qui concerne les exonérations de type classique, et là déjà, je crois, quand il va s'agir d'une importation directe, nous avons la requête que vous adressez à la mission fiscale, la déclaration MP1 que vous prenez, mais là, cette fois-ci, c'est une feuille de couleur rose que vous remplissez en 3 exemplaires. La DAF, c'est-à-dire la demande d'admission en franchise que vous produisez en 3 exemplaires, la déclaration de mise en consommation, la facture fournisseur, le certificat d'assurance ou facture fret. Il y a également la carte diplomatique à fournir quand il s'agit de personnel diplomatique ou carte de service en cours de validité. La carte grise pour les véhicules usagés à importer. Ensuite, le test accordant l'exonération. Un accord de siège et le décret portant agrément du Code des investissements ou code douane. Je crois que je suis en train de finir avec les pièces à fournir, crédit intérieur ou crédit douanier, qu'il s'agisse d'un marché ou d'un service, fourniture de biens ou services à rendre. Monsieur Acho. Monsieur Acho. Oui, madame. Est-ce que vous nous suivez par rapport aux pièces à fournir pour la demande de crédit MP, intérieur ou douanier? Oui, je suis. C'est bon? Oui. Votre deuxième préoccupation est relative au délai d'introduction dès lors que vous avez le paiement. La demande de crédit intérieur doit être introduite dans les 3 mois qui courent après le paiement du décompte. 3 mois. Oui, 3 mois. Okay. Après le paiement du décompte ou de la facture. Alors, si votre demande est hors délai, elle est subordonnée au paiement d'une amende fiscale égale à 20% du montant du crédit lié à votre demande. C'est-à-dire, vous avez, je suppose, un crédit de TVA de 18 000 francs. On vous fait fois 20%. Mais les tests ont prévu un maximum de 50 000 francs. Ça veut dire quoi? Votre crédit dépasse peut-être 2 millions. On vous fait 20%. 20% de 2 millions, c'est ça, hein? Ça va... Ça doit faire 400 000. 400 000, hein, je crois. Ça vous fait 400 000 francs. Mais vous payez 50 000 francs au lieu de 400 000 francs. Alors donc 20% avec un maximum de 50 000 francs. D'accord. Ok. Êtes-vous satisfait? Oui, oui. Bon, je laisse M. Agbassou vous répondre pour votre 3e préoccupation. D'accord. Il y a une 3e préoccupation qui concerne
un contrat avec une autre entreprise extérieure, un contrat avec WAPCO. Oui, Oui. oui c'est exactement ça. D'abord, il faut dire que WAPCO dispose d'une exonération large. C'est-à-dire qu'avec son attestation, il peut acheter ou solliciter des travaux chez n'importe quel fournisseur jusqu'à l'expiration du projet, s'il faut parler ainsi. Mais toutes les entreprises qui sont en contrat avec WAPCO disposent d'une exonération dans la limite du contrat, du montant qui est au contrat. Mais lorsque une entreprise est en contrat avec WAPCO et que cette entreprise sollicite une prestation d'une autre entreprise, c'est que dans la règle, cette dernière entreprise doit obtenir de l'entreprise en contrat avec WAPCO une rétrocession ou une autorisation de vente hors taxe. Maintenant, lorsque cette entreprise est extérieure à WAPCO, est à l'extérieur, c'est-à-dire en Chine, et en contrat avec WAPCO au Bénin, ce qui a lieu de faire, soit l'entreprise a une représentation au Bénin qui va exercer toutes les formalités, accomplir toutes les formalités en lieu et place de cette entreprise extérieure, soit le WAPCO fera une rétrocession de crédit à WAPCO lui-même pour consommer en sa place. Si tel n'est pas le cas, nous ne pouvons pas accorder de crédit à la troisième entreprise. Il faudrait que la troisième entreprise s'adresse maintenant à WAPCO qui fera la mise en place du crédit global du marché de l'entreprise extérieure en son nom et donnera une rétrocession à cette entreprise de ce crédit qui mettra en place. Voilà la réponse à cette question. Merci. Ok, merci beaucoup, c'est bien compris. Merci, monsieur Abassou. Monsieur Acho, il faut ajouter que c'est vrai que l'exonération est large, mais elle est bien cadrée au niveau de la mission fiscale des régimes d'exception. Bien cadrée, bien suivie, c'est-à-dire les différentes lettres d'autorisation et de rétrocession sont bien suivies à la mission fiscale dans le cadre du marché global. D'accord. Merci. C'est bien saisi. Je ne sais pas si tel que vous l'avez dit, les exonérations sont cadrées. Et ceux qui peuvent bénéficier d'exonération se trouvent dans le cahier des charges fiscales des marchés publics et autres régimes d'exception. Aucune société étrangère ne fait pas partie des bénéficiaires. C'est ce que vous voulez, la précision que vous voulez donner. Oui, bien sûr. C'est pourquoi elle doit se faire représenter. Obligatoirement. Ici, parce que cette représentation doit pouvoir avoir un numéro IFU et passer aux impôts pour les différentes formalités. Ok, nous allons demander au suivant. Monsieur. Allô? Ok. Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Je reviens, j'aimerais juste m'insérer là-dedans rapidement. Je reviens toujours, hein, excusez-moi, c'est monsieur Mededi, sur l'achat hors taxe. La question est surtout adressée à madame, parce qu'on avait parlé du délai tout à l'heure de 2 semaines. Oui. La petite question que ça a soulevé rapidement dans ma tête, c'est de savoir si on a déposé, par exemple, des demandes d'autorisation, parce que là, c'est le cas dans lequel je me retrouve.
on a déposé des demandes d'exonération depuis plus d'un mois, par exemple, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de retour. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que quand ce n'est pas bon, est-ce qu'au moins on a un retour des impôts, ou bien le fait qu'on n'ait pas du tout de réponse, est-ce que il faut supposer que c'est validé ou juste se dire que c'est dans le circuit? J'essaye de bien comprendre parce que dans mon cas précis, j'ai déjà déposé à peu près 4 demandes d'autorisation en tout, et ce n'est que cette semaine qu'on m'a répondu sur le deuxième lot que j'ai envoyé. Donc, j'ai eu une réponse hier pour le deuxième lot qui m'autorise à acheter hors taxe. Mais dans le premier lot, qui est parti, je pense, depuis février par là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Donc, on se demande, si on a laissé le premier lot pour le second, est-ce que ça veut dire que le premier lot est totalement nul? Ou est-ce qu'il faut supposer que c'est dans le circuit? Bon, si vous pouvez nous éclairer un peu, ça nous permet de nous mettre un peu en confiance et de faciliter nos rapports avec les fournisseurs. Parce ce qui se passe, c'est que les fournisseurs finalement nous exigent qu'en plus du chèque hors taxe, on leur donne un chèque pour la TVA. Et ce n'est que quand on aura la validation. Tout à l'heure, je disais donc qu'à chaque fois que vous faites votre demande d'autorisation d'achat, de toujours vous rapprocher de la mission fiscale pour avoir une suite. Généralement, le dossier et la demande est affectée à un gestionnaire, un inspecteur des impôts, qui devrait apprêter la lettre. Et dès lors qu'il remarque qu'il y a une pièce qui manque, ne lui permettant pas d'évoluer, il mentionne toujours le motif de rejet sur le dossier. Il n'y a pas de dossier qui soit gardé aujourd'hui sans motif de rejet. Seulement, on remarque que vous ne venez pas régulièrement pour prendre connaissance de ce qu'il y a au niveau du gestionnaire par rapport au rejet. Et donc, du coup, on se dit, j'ai déposé, mais ça ne sort pas, ça ne sort pas. Mais je vous demande d'aller vers nous. Pourquoi pas aller frapper à la porte du chef de la mission fiscale? Et pour qui me connaît, dès lors que vous allez vers nous, on sort le dossier, on vous dit les difficultés qu'il y a à traiter le dossier. Et j'avoue que le directeur général des impôts, aujourd'hui, ne garde pas les parapheurs. Aucun parapheur ne dort dans son bureau. Et donc, si votre dossier de demande est vraiment bien monté, il n'y a pas une pièce qui manque pour nous permettre de traiter le dossier, je l'ai dit tantôt, en 2 semaines, vous devrez pouvoir avoir votre lettre d'autorisation d'achat hors taxe. Si vous avez des cas, des demandes en souffrance à la mission fiscale, je vous invite à vous rapprocher de moi, le chef service, afin qu'on puisse rapidement trouver solution. Monsieur Amédi. Bon, il semble que, entre-temps, nous l'avons perdu. Vous avez perdu votre décharge, c'est ça? Non, non, c'est moi qui parle. C'est M. Morin qui parle. Ah, wow. Donc, il est parti. Il est parti. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'ai une préoccupation par rapport aux factures qu'on nous demande de joindre quand vous pouvez faire une demande de MP. Allô? Madame? Allô? Oui, c'est madame? Madame Lauriane. Lauriane, ok. Oui. En fait, quand nous faisons les demandes d'MP pour les marchés à financement extérieur, par exemple, avec la facture normalisée, surtout pour les structures de BTP, les factures que nous émettons, ça dépend d'un client. Ça varie d'un client à un autre, malgré que ça soit l'État. Maintenant, quand on prend l'exemple d'une facture qu'on veut émettre, on fait ça suivant le régime D et on met la TVA dessus pour qu'une fois qu'on voudra prendre le MP,
qu'on puisse retracer le montant de TVA qui correspond. Maintenant, il y a pour certains clients où il y a des montants de retenue de garantie qu'ils prélèvent, mais ils nous demandent quand même d'inclure ça dans le montant qu'on va présenter avec la facture. Mais quand on se présente avec cette même facture à la mission fiscale pour demander la TVA, eux, ils rejettent les factures, ils nous demandent de reprendre tout en nous basant sur le montant du virement qui a été fait, alors que la facture est déposée avant qu'on ne nous fasse le paiement. Donc, on remarque que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a certains qui traitent le dossier quand on leur explique, on fait le détail. Il y a certains qui traitent le dossier tel, mais il y a d'autres, ils rejettent et on se retrouve à corriger des factures à plusieurs reprises. Donc, c'est la préoccupation que nous avons. OK. Merci, madame. Oui. Pour votre préoccupation, adressez déjà un courrier à la direction des factures normalisées qui va étudier cela. OK. Madame Lauriane? Oui, madame. Vous savez qu'il y a une direction des factures normalisées, non, à la DGI? Non, je n'avais pas cette information-là. D'accord. Rapprochez-vous de nous, nous allons vous orienter. OK, d'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Monsieur Ignace. Monsieur. Allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur, mesdames. Bonsoir. Oui, c'est bien monsieur Ignace, Mbo Ignace. OK. Vous pouvez poser. Allô? Oui. Oui, j'ai deux préoccupations. Okay. La première, bon, comme il s'agit de la mission fiscale, vous avez dit tantôt qu'il s'agit de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts. Exact. Et donc, ma question est bien parce que concernant des structures qui se sont enregistrées ou bien qui sont installées au Bénin, nous avons souvent un problème lors des importations. Il y a une taxe qu'on nous attribue à la douane qui est intitulée CNF, taxe contribuable non à jour fiscalement. Je ne comprends pas pourquoi une entreprise normalement enregistrée au Bénin ait encore ce problème-là lors des importations. Sinon, en principe, une fois que l'entreprise est créée, cette entreprise est censée être mise à jour dans la base de la douane normalement. Si tel n'est pas le cas, normalement, on doit penser à cela. Parce que je me trouve mal quand j'assiste souvent à ces genres de taxation au niveau des importations. Donc, quand on se rapproche de nos gestionnaires dans les centres d'impôt, on dit de faire des demandes d'activation d'issue. Moi, je dis, ce n'est pas à nous de demander ça normalement. C'est à la direction des impôts de prendre en compte ces préoccupations-là et de les traiter une fois que l'entreprise est définitivement installée et à jour et fait ses déclarations normalement. Normalement, il paie ses impôts, il est dans la base de la DGI. Normalement, ce point ne va pas poser. Donc, je vous demande ici s'il est possible, s'il n'est pas possible de corriger ces genres de situations. Parce que ça fait 10% du montant de la valeur de la douane qu'on inflige aux entreprises à leur insu. 10%. Voilà. La deuxième préoccupation, j'aimerais savoir pour les entreprises étrangères qui viennent s'installer au Bénin, quelles sont les conditions ou bien les procédures requises pour bénéficier des exonérations. Merci, je vous remercie. Voilà, les deux préoccupations. Ignace. Oui.
savoir, CNF, ça veut dire contribuable non connu du fisc. C'est vrai, généralement, c'est le fichier des contribuables à la Direction générale des impôts est régulièrement actualisé. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'une entreprise qui est créée, qui a peut-être 1 ou 2 marchés, finit d'exécuter et disparaît. On n'arrive plus à appréhender cette entreprise-là. Alors donc, du coup, la mise à jour du fichier permet de voir si cette entreprise réellement continue son activité et répond régulièrement aux obligations fiscales. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. C'est parce qu'il faut mettre à jour le fichier des contribuables que généralement on vous demande de venir donner à nouveau votre numéro IFI. Est-ce que ce n'est pas au niveau des CIP que vous avez ces problèmes-là? Monsieur Ignace. Monsieur Ignace. Allô? Oui, monsieur Ignace. Oui, monsieur Ignace. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, c'est monsieur Ignace. Allô? Allô? C'est monsieur Allô? Ignace? Allô? On vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous écoute, on vous entend. Oui, ok, merci. C'est vrai qu'il y a des problèmes techniques qui ne m'ont pas permis de bien écouter les explications données par madame. Mais ce que je dis, c'est-à-dire, la mise à jour là, la taxe l'a déjà mis à la charge de l'entreprise avant qu'elle ne se rapporte de la direction des impôts. Et on ne corrige pas ça. C'est une charge qui incombe à lui désormais. Moi, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une procédure qui permet à la direction des impôts, une fois, l'entreprise a son registre de commerce, l'entreprise a son IFU, et c'est en toute connaissance de cause que la DGI lui délivre ça. C'est des éléments, sa carte d'importateur, l'entreprise a tout ça là. Est-ce que déjà, à la création, une procédure peut être mise en place pour mettre à jour sa base au niveau de la douane, afin d'éviter ces désagréments-là que subissent les entreprises? C'est là ma préoccupation. Si ce n'est pas le cas, moi je demande que cela soit intégré, que cela soit pris en compte pour corriger. Il y a des entreprises jusqu'à présent, qui a fait cette demande-là, mais jusqu'à présent, il n'a jamais eu satisfaction. Quand il importe toujours, il a toujours CNF, 10% de montant de la valeur de la douane, qu'elle paie toujours, alors que cette personne a rempli toutes les formalités et est reconnue d'utilité publique. Et ça continue toujours. Donc, c'est ça ma préoccupation, justement. J'aurais voulu que l'on intègre ça à des corrections que la DGI est en train de faire actuellement. Et nous vous remercions pour ce chantier-là qui est vaste. Nous reconnaissons ce que fait la DGI aujourd'hui. Merci. Donc, c'est très important. Ici, il faut rectifier ça, parce que la preuve est là. S'il y a un bureau qu'on peut saisir, vous pouvez nous l'indiquer, on peut venir et pour exposer ça de la manière la plus simple, quoi. J'allais en venir, monsieur Ignace. Merci, merci pour vos préoccupations. Nous allons vous inviter à vous rapprocher de la BERA au 2e étage de la DGI. De la 6e? BERA. Vraiment, le problème technique m'empêche de... De la direction générale. BERA, 2e étage. BERA, 2e étage. Vous vous rapprochez de la BERA, 6 au 2e étage. BRA. Oui, BRA, BRA, B-E-R-A-R. B-E-R-A-R. Au 2e étage. Au 2e étage de la direction générale des impôts. Ok, au 2e étage. Merci beaucoup. Merci. Je vais venir.
D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup tout ce que vous faites. Merci. Merci, monsieur Ignace. Oui, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. C'est madame? Oui, c'est madame Mireille. Mireille. Merci pour votre présentation. Je vous en prie. Oui, ma préoccupation concerne la gestion même de crédit MP. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a signé un contrat avec une structure étatique. Le marché est exonéré de TVA. Donc, par rapport à l'exonération, nous avons le crédit douanier et le crédit intérieur. Ma première préoccupation concerne les sous-traitants. L'entreprise facture, c'est-à-dire les sous-traitants facturent hors taxe. Donc, la société leur paye hors taxe. Mais derrière, ils bénéficient, il y a une rétrocession de TVA. J'aimerais savoir, pour l'entreprise qui a signé le contrat directement avec la société étatique, est-ce que cette TVA-là est déductible? Est-ce que cette TVA est déductible? Ma deuxième préoccupation, oui. Votre deuxième préoccupation? Je m'explique encore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand je prends un sous-traitant, oui, qui a fait une facture à ma société, oui, la facture est hors taxe, mais c'est mis sur la facture TVA en mémoire. okay. Mais par derrière, nous fournissons l'exonération à la société qui en bénéficie de son côté. Okay. Maintenant, j'aimerais savoir pour la déclaration, notre déclaration de TVA, est-ce que cette TVA-là que l'entreprise, le sous-traitant bénéficie, dont il bénéficie, est-ce que nous déduisons cela? Ok, c'est compris. Vous pouvez aller sur votre deuxième question. Voilà. Et par rapport à la gestion de crédit douanier, oui. Sur mes quittances de douane, j'ai une première ligne de TVA qui comporte un montant et une deuxième ligne crédit douanier qui a aussi un montant. J'aimerais savoir si, lors de mes déclarations de TVA, est-ce que je déduis que la TVA ou je déduis aussi le montant de crédit douanier? Ok, c'est compris aussi. Ce sont mes deux préoccupations. D'accord, restez à l'écoute pour les approches de solutions. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, madame Mireille. Vous avez demandé si, lorsqu'une entreprise est adjudicataire d'un marché avec l'État et lequel marché est un marché exonéré, est-ce que la TVA qui grève le marché est une TVA déductible? C'est ce que j'ai semblé entendre. Non. Elle dit que lorsque cette entreprise sous-traite avec une autre entreprise, oui, et que cette entreprise lui facture, lui délivre une facture avec la TVA, oui, et que elle, qui est la titulaire, elle paye le sous-traitant en notas, est-ce qu'elle peut déduire la TVA de ce sous-traitant? En réalité, lorsque vous sous-traitez une partie de votre marché à un sous-traitant, le mécanisme à la mission fiscale fait déjà que on déduit la part qui revient à votre sous-traitant de votre crédit global. Donc, vous ne pouvez plus déduire de l'autre côté cette TVA parce qu'en le faisant,
vous allez faire une double imputation. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la lettre de rétrocession que nous donnons constitue déjà la preuve de la déduction de cette TVA de votre marché global, de votre crédit global mis en place à la mission fiscale. C'est ça. Je crois que c'est la réponse que j'ai à donner à cette question. Merci. Si vous permettez, quoi. Monsieur, s'il vous plaît. Par rapport à celle qui a demandé la question de sous-traitance. Oui. Mais ça dépend aussi. Hein. La société qui a gagné marché auprès de l'État, est-ce que la sous-traitance est connue avant adjudication ou bien après? Parce que l'explication que M. Agbasso a donnée, ça cadre lorsque le sous-traitant est reconnu déjà dans le contrat. Si le sous-traitant n'est pas reconnu dans le contrat et que c'est après que la société sent le besoin de prendre un sous-traitant, c'est là que le problème se pose. Parce qu'il faut là que la société attributaire fasse une demande de partage de son crédit disponible afin qu'on puisse remettre à son sous-traitant. C'est ce que la loi a prévu. Est-ce que madame a les éléments de réponse à sa question? Oui, j'ai compris. Moi, mon cas, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas de figure que monsieur vient d'énumérer. C'est-à-dire, c'est après la signature du contrat que l'entreprise a senti le besoin de sous-traiter un certain nombre de travaux. Donc, ils ont signé le contrat et puis, bon, la société, le sous-traitant, quand il facture, par derrière, il consomme dans le crédit global de la société adjudicataire. Mais le problème qui se pose, je pense que le chiffre, la TVA, c'est-à-dire le crédit qui a été octroyé, c'est par rapport au montant global du marché. Maintenant, si les sous-traitants, eux, par derrière, ils consomment dans le crédit global, par quel moyen l'entreprise pourra justifier son chiffre d'affaires? Parce qu'il doit déclarer, il doit faire une déclaration de TVA qui va dégager des TVA collectés. Et cette TVA, par derrière, il doit écrire à la mission fiscale pour dire, bon, voilà quoi, la déclaration au titre de tel mois a dégagé une TVA à payer de 100 millions, par exemple. Et nous sommes en attente des formalités MP pour l'obtenir, pour obtenir ce crédit. Oui. Mais le problème qui se pose, moi, je pense que par derrière, ça dit les sous-traitants, en consommant le crédit global, l'entreprise ne pourra pas justifier la totalité de son chiffre d'affaires. OK. Mais Madame Mireille, oui, madame, je vous écoute. Quand vous avez un sous-traitant qui passe à la mission fiscale pour les formalités en vue d'obtenir la lettre de rétrocession de crédit, c'est sous votre contrôle, je suppose. C'est ce que la loi prévu. C'est ça? Oui, madame. Et à chaque fois qu'on leur adresse la lettre de rétrocession, on vous précise que sur le montant de TVA global que vous avez, le montant que vous lui donnez, vous lui cédez, vient en diminution. Oui, madame. Donc, vous êtes censé suivre avec vos sous-traitants les différentes lettres de rétrocession qu'on leur donne à la mission fiscale. Je suis d'accord, madame. Oui, quelle est votre préoccupation alors? Bon, en fait, bon, je madame, ne sais pas si je dois prendre un exemple Oui, puisque c'est l'adjudicateur lui-même qui vient faire la demande. Donnez un exemple concret de chiffres pour que nous puissions vous suivre. Ok, d'accord. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a gagné un marché de 1 milliard, par exemple. 1 milliard. Et oui.
Et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la TVA sur le crédit obtenu, ça fait 18% des 1 milliard. Donc, je pense que ça fait 180 millions. Exact. Si je ne me trompe. C'est bon. Alors, donc l'entreprise a un crédit de TVA de 180 millions. Et à l'issue du marché, l'entreprise doit pouvoir déclarer la totalité de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, au fur et à mesure de l'évolution des travaux, on déclare le chiffre d'affaires en fonction des facturations. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais savoir, sur les 180 millions, le chiffre d'affaires de 1 milliard qui est déclaré, est-ce que dans ce cas-là, les crédits obtenus, parce qu'à chaque fois qu'on fait une déclaration de TVA, ça génère forcément une TVA à payer. Et la TVA payée, on écrit à chaque fois pour dire, monsieur le gestionnaire, nous avons tel montant à payer au titre de la déclaration de tel mois et nous allons le payer par crédit MP. Mais à l'issue du marché, quand on fait le point des MP reçus, ça ne fait pas les 180 millions puisque les sous-traitants ont eu à bénéficier dedans. Donc, si on comprend je sais pas bien, si vous voyez un peu ma préoccupation. Donc, si je comprends bien, supposons que, pour vous aider, supposons que vous avez cédé aux sous-traitants un montant d'environ 100 millions de TVA. D'accord? Donc, ça reste 80 millions. Donc, vous dites que les 80 millions n'arrivent plus, le crédit des 80 millions n'arrive plus à compenser. Oui, le chiffre d'affaires. OK, à justifier le chiffre d'affaires du milliard. Madame Mireille? Oui, je n'ai pas bien compris votre question tout à l'heure. En fait, c'est que vous n'arrivez pas à maîtriser les crédits que vous rétrocédez. Bon, ce n'est pas qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise bien. On sait que, par exemple, pour l'exemple qu'a pris monsieur tout à l'heure, les sous-traitants bénéficiaient de 100 millions, il nous reste 80 millions. Alors que nous, on doit, en déclarant la totalité de notre chiffre d'affaires, un gap se constate. Madame, en réalité, ce n'est pas un gap parce que vous savez déjà que la TVA à payer égale TVA collectée moins TVA récupérée. Et lorsque nous faisons la compensation à la mission fiscale en déduisant les 100 millions, nous considérons déjà ça comme TVA sur achat. Et la TVA nette que vous avez à payer à l'État, ça fait les 80 millions. Lorsque vous faites la compensation, ça vous donne les 180 millions. Oui, donc ça veut dire indirectement que sur ma déclaration, les 100 millions, je les récupère aussi. Oui. Les 100 millions sont les 100 millions que vous avez cédés à vos sous-traitants. Et lorsqu'on fait la somme, ça donne les 180 sur le marché principal. Voilà, donc ma déduction sur ce marché-là, c'est-à-dire sur la ligne de déduction, j'ai 100 millions. Oui. Vous les retracez. Voilà. Oui. C'était ça ma préoccupation. Donc, j'attends peut-être votre réponse par rapport à ma deuxième préoccupation. Oui, la deuxième préoccupation a trait à quoi? Oui, la deuxième préoccupation a trait au crédit douanier. Le crédit douanier, c'est-à-dire, j'ai des quittances de douane où il est mis la TVA qui porte un montant X, crédit douanier. Je vois un montant. C'est-à-dire, l'entreprise a fait des importations. Et puisqu'elle dispose de crédit douanier, ils ont reçu le certificat MP2 pour maintenant aller faire les formalités douanières. Donc, à l'issue de ces formalités, on a reçu des quittances.
de douane. Donc, sur ces quittances, on voit TVA, crédit de TVA, un montant, je prends un montant lambda 1 million, le crédit douanier peut-être c'est 5 millions par exemple. J'aimerais savoir si je récupère que le montant de la TVA, c'est-à-dire la TVA devient déductible sur ma déclaration, ou je récupère les deux, c'est-à-dire la TVA et le crédit douanier. Le crédit qui est imputé, c'est le crédit valeur ajoutée, qui est en réalité la TVA au cordon douanier. Donc la TVA récupérée, c'est la CVA, c'est le montant de la CVA. Le droit de douane est accordé de façon large. Oui, merci. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Espérant bien sûr que nous avons pu répondre à vos différentes préoccupations. Toutefois, nous tenons à vous informer que nous avons la plaquette sur les régimes d'exception de la mission fiscale qui est disponible. Cette plaquette a été actualisée, disponible à la direction des services aux contribuables et à la mission fiscale des régimes d'exception. Nous vous invitons à vous procurer de cette plaquette où vous aurez tous les détails liés à l'obtention de crédit MP à la mission fiscale. La plaquette sera sur le site web de la DGI. Merci.